Bonjour à tous et bienvenue. L'image de la matinée, la voici. Nicolas Sarkozy, main dans la main avec son épouse, en train de quitter son domicile pour rejoindre la prison de la Santé. Il était 9h15, manifestation de soutien devant chez lui. On y vient juste après la météo rapide d'Evelyne Delia qui nous annonce des averses et du vent dans le nord et près de la Méditerranée. Du vent aussi et de la pluie de l'Aquitaine aux Alpes, avec le retour de pluie encore plus forte dans la soirée par la Vendée. Les températures, elles iront de 14 degrés pour la minimale à Langres et Aurillac jusqu'à 25 à Perpignan. Nicolas Sarkozy est donc incarcéré depuis 3 heures maintenant. Premier ancien président à se retrouver en prison. Ses avocats ont déjà déposé sa demande de remise en liberté. Ils pensent qu'il restera au moins 3 semaines en détention. Le récit de cette matinée où l'ancien chef de l'État a eu plusieurs comités de soutien le long de son parcours jusqu'à la prison de la Santé. Léa Merlier, Emma Chala et Corinne Chevreton. Main dans la main avec son épouse, Nicolas Sarkozy quitte son domicile du 16e arrondissement de Paris. Acclamé par la foule, rassemblée dans la rue. Applaudissements des partisans, venus à l'appel des 3 fils de l'ancien président de la République. Comme son ancien conseiller, Henri Guénaud. Il assume persuadé qu'il subit une injustice. Et je partage son sentiment. Personnalités politiques et citoyens arborent pancartes, messages de soutien et même son slogan de campagne de 2012. Je soutiens Nicolas Sarkozy et que je trouve que c'est un moment difficile pour lui. Donc c'était important d'être là. On n'est pas contre la justice, mais le mettre en prison, ça nous touche énormément. C'est pour ça qu'on est là. Nicolas Sarkozy salue une dernière fois ses enfants, puis une dernière fois la foule, lorsque son convoi se met en route. Condamné en première instance, il prend la direction de la prison de la Santé, escorté par la police. Sur les réseaux sociaux, il publie ce message. Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent. Je ne demande aucun avantage, aucune faveur. Moment inédit dans l'histoire de la Ve République, un ancien chef d'État entre en prison. Devant l'établissement, ses avocats annoncent déposer une demande de remise en liberté. Il s'insurge. Et le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. L'ancien président de la République emporte avec lui 3 livres symboliques, une biographie consacrée à Jésus et les 2 tomes du Comte de Monte Cristo, personnage romanesque emprisonné injustement avant de se venger. Il a le droit aussi à quelques photos personnelles partagées ici ce week-end par son épouse. Derrière ces murs, Nicolas Sarkozy est placé dans le quartier d'isolement à la demande de l'administration pénitentiaire pour éviter qu'il ne soit agressé ou interpellé par d'autres détenus. Il sera seul lors des promenades, seul aussi dans sa cellule de 9 mètres carrés. Elle est similaire à celle-ci. Nous avions pu la filmer à l'occasion d'une visite parlementaire au début du mois. À l'intérieur, un lit, un bureau, une télévision et une plaque de cuisson. À sa disposition aussi, un téléphone fixe. Il lui permettra d'appeler ses proches sans limite. Ils seront autorisés à lui rendre visite 3 fois par semaine. Deuxième titre de l'actualité, les toutes premières images vues du ciel du passage de cette tornade hier en fin de journée dans le Val d'Oise. Une tornade meurtrière, cela n'était plus arrivé en France depuis 17 ans. Un ouvrier de 23 ans est décédé sur ce chantier à Hermont, commune la plus dévastée. 9 personnes sont blessées, dont 4 en urgence absolue. 3 grues se sont effondrées sur des bâtiments. Sur place, ce matin, Charline Hurel et Régis Rouanet. Le cœur du quartier est dévasté. Des grues effondrées et ses immeubles éventrés. Aurélie habite juste en face du chantier. Ma fille était toute seule à la maison et la tornade est venue directement sur la vitre de mon séjour qui a explosé. Donc elle m'a appelée en pleurs en me disant que les grues étaient tombées. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Elle hurlait dans le téléphone, elle était en pleurs. Putain, oh merde, Sa fille Olivia n'a que 11 ans. Elle réalise ce matin qu'elle a échappé aux pieds. Mon premier réflexe, c'était de prendre tous les animaux
pour les mettre dans la chambre. Je vois la tornade, elle arrive super fort sur la fenêtre et j'entends un gros bruit dans le salon et la fenêtre s'était cassée. Ça faisait très peur. En seulement quelques secondes, la tornade emporte tout sur son passage. Youssef arrive en premier sur les lieux. On a entendu les grues tomber, parce que moi j'ai vu les grues tomber de la fenêtre de mon entreprise. On a porté secours aux enfants de l'IME, on les a sécurisés sur le bâtiment à côté. Et ensuite on est parti secourir également les ouvriers de la grue. La grue est tombée sur ce bâtiment qui accueillait des enfants et les employés que nous avons rencontrés ce matin sont toujours traumatisés parce qu'ils ont dû les évacuer en urgence. Les dégâts témoignent de la violence du vent. Ce matin très tôt, cet employé du chantier peine à y croire. Je crois qu'il y a 50 tonnes au pied de la grue quand même. C'est quand même énorme. Elles ont toutes été emportées? Toutes. Comme un château de sable. Et même les baraques de chantier, là, comme vous voyez là-bas, là, sont tombées. Et ne forment désormais plus qu'un amas de ferraille. Chaque recoin du chantier est scruté par ses experts. Et après, on sécurisera le chantier. Mais après les constats. Tout autour, les habitants, les passants évoquent tous des scènes de désolation. Pleurer, les boules, parce que... C'est impensable qu'une grue comme ça puisse tomber. Hein. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Hein. Puis ça a duré 2 minutes. Et le résultat, c'est choquant. Pouh. Ce midi, la police est toujours sur place pour sécuriser la zone. Au-delà de ce chantier, les dégâts sont considérables. Des toitures arrachées, des arbres déracinés, des trains ne peuvent plus circuler. Les habitants sont sidérés par la violence du phénomène partout où la tornade est passée. Suzanne Prez, Elsa Assalit et Xavier Boucher. Le portail a été arraché. C'était d'une violence, ça a duré même pas 5 minutes, mais je pense que ma maison était sur le trajet de la tornade. Le toit d'Antoinette est en partie détruit. Il faut marcher sur les bouts de verre pour accéder à sa maison. Il y a des tuiles, il faut faire très attention. Elle était chez elle hier avec sa petite fille, quand les rafales ont fait exploser les vitres. La tornade, on l'a eu en plein face dans la véranda. Si on avait été en dessous, je crois qu'on ne serait plus là. Quand vous vivez ça, vous n'avez pas l'impression que c'est vrai, on a l'impression de vivre dans un film. La frayeur de cette habitante face à cette tornade, filmée sur ces images hier après-midi, visible à des kilomètres. Juré, il y a une tornade. Le vent, d'une rare intensité, emporte des bouts de toiture, des branches d'arbres et même du mobilier. Sembré. Dans la soirée, 80 pompiers mobilisés, une quinzaine d'habitants évacués. On s'est tous mis à terre et les vitres ont commencé à exploser, les carreaux explosaient, les voitures à sonner, c'était vraiment terrifiant. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, tellement c'était intense et rapide. Notre équipe tombe même sur une voiture qui a été propulsée sur une façade. Partout, des arbres couchés sur les routes et sur les toits. Toute la nuit et ce matin encore, ce couvreur s'active. Une 50aine de maisons seraient endommagées, selon lui. Là, on fait un nettoyage complet, on enlève toutes les tuiles qui sont cassées et ensuite on va bâcher. Tous les couvreurs ils ont été appelés dans le secteur parce que c'est vraiment c'est une catastrophe. Il faut aussi rapidement nettoyer les routes et évacuer les débris. Et puis j'ai une école qui a perdu son toit, un gymnase qui a perdu son toit. Des dégâts aussi sur les rails après la chute d'arbres. 40 agents de la SNCF sont déployés sur les voies. On a interdit les voies à la circulation ferroviaire. Il y a eu du gros dégât, on avait plus d'1 kilomètre de fil de contact au sol. Résultat, en gare d'Ermont, le RERC et la ligne H sont perturbés. L'électricité reste coupée sur plusieurs communes. 690 foyers sont privés de courant. Et cette tornade évidemment soulève plusieurs questions. Était-elle prévisible? Aucune alerte n'avait été déclenchée. Comment s'est-elle formée? Et puis ces phénomènes sont-ils plus puissants, plus fréquents? Vous allez voir qu'il y a des zones à risque clairement identifiées dans nos régions. Caroline Philippe et Pierre Limpens. Nous avons pu survoler la zone sinistrée il y a quelques minutes. Les dégâts montrent l'intensité de la tornade. Des vents entre 180 et 220 km/h. Un phénomène rare. Il ne se produit que 2 ou 3 fois par an en France. Surtout dans le nord et l'ouest du pays.
La dernière s'est produite dans le Morbihan en septembre dernier et a détruit ses maisons sur son passage. Comment se forment les tornades? Le temps doit être orageux. L'air chaud, qui circule au niveau du sol, remonte vers l'atmosphère et rencontre l'air froid. Ces courants d'air différents s'entrelacent et leur vitesse s'accélère. Cela crée un tourbillon. La tornade va ensuite se déplacer au sol. Peut-on les prévoir? C'est un phénomène qui se produit sur une période très brève et sur une superficie très petite. Donc ça, c'est impossible de prévoir qu'une tornade va se former. Cependant, il est possible de repérer les conditions météo propices à la formation de ces tornades. S'il est certain que le réchauffement climatique rend les grêlons plus gros et les pluies plus intenses, il n'est en revanche pour l'instant pas établi qu'il renforce ces tornades. Autre énorme frayeur, un éboulement la nuit dernière près d'un immeuble à Nice. Des habitants se sont retrouvés avec des pierres, de la terre, de la boue dans leurs appartements du rez-de-chaussée. Une personne est blessée. Quand on voit les images impressionnantes, on se dit que le bilan aurait pu être bien plus lourd. Sur place, Anouchka Fliller, Grégory Martin et Audrey Lally. De la boue, des branches, des pierres qui cassent la porte-fenêtre et se déversent jusque dans leur lit en pleine nuit. Gilbert est sous le choc. J'étais dans le salon quand ça s'est passé et j'entends ma femme hurler, crier. Et j'ai eu du mal à ouvrir la porte parce que j'avais toute la terre, la boue qui était tombée ainsi que des nombreuses pierres et un arbre. Et j'ai trouvé ma femme coincée entre le lit et la commode. Elle nageait dans la boue, quoi. Sa femme, Rosanna, toujours hospitalisée ce matin, n'est que légèrement blessée. Cela aurait pu être bien pire. J'ai un mur qui doit faire à peu près un morceau de 400 kg qui est sur le balcon et un rocher de 50 qui a traversé la pièce. Imaginez un peu la puissance et le choc. Il est minuit quand le terrain juste au-dessus de cette résidence s'effondre et termine sa course dans les appartements en contrebas. L'immeuble doit être évacué par précaution. Là, c'est impressionnant. Hein. Alors, là, c'est un bel éboulement. Hein. Là, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il va y en avoir. C'est vraiment un massacre. Hein. Dans le quartier, les éboulements ne sont pas rares. Chaque fois qu'il pleut, on se doute qu'il va se passer quelque chose à un endroit de Nice. Hein. Bon, on ne sait pas où, bien sûr. Mais maintenant, Nice, on sait que c'est un gruyère, quoi, dessous. Cette fois, c'est une canalisation qui aurait rompu. Il n'avait pas plu depuis 2 mois à Nice. Hier, de fortes précipitations ont pu fragiliser le terrain. Le croisement entre phénomènes tels que l'inondation et les mouvements de terrain sont connus. Il pleut, il y a une fragilité du sol, pour le dire de manière très pédagogique, mais il n'y a pas que la fragilité du sol. Cette fragilité du sol et l'effet de la pluie peut être exacerbé par l'occupation du sol, c'est-à-dire comment on a densifié l'urbanisation. Merci, monsieur. C'est bon pour commencer, après on en redistribuera s'il y a besoin. Des travaux sont en cours pour rétablir l'eau coupée dans 200 appartements. Pour la route et le talus, il faudra plus de temps. Les 22 habitants de la résidence ne pourront peut-être pas rentrer chez eux ce soir. Cette révélation à présent, la nacelle qui a servi pour le casse du siècle au Louvre avait été volée. On l'a appris ce matin. Son propriétaire dit l'avoir reconnue sur les images. Il explique l'avoir mise en vente en ligne quelques jours plus tôt et se l'être fait voler au moment de l'échange à Louvre. Oui, cela ne s'invente pas, comme pour le musée, mais avec un S à la fin. Louvre, une commune du Val d'Oise. Antoine Bourdarias, Alizé Calvo et Quentin Trigodet. 48 heures après le vol des bijoux du Louvre, un nouvel élément nous permet d'en savoir plus sur la préparation du cambriolage. Il concerne le monte-meuble dérobé par les malfrats. Ils l'avaient repéré sur une annonce en ligne. Mise en vente, ici, ça ne s'invente pas, dans la commune de Louvre, dans le Val d'Oise. Selon nos informations, plusieurs hommes se présentent comme de potentiels acheteurs. Ils menacent un employé chargé de vendre le véhicule sans le blesser, puis repartent avec. L'entreprise qui en était propriétaire a publié ce message 9 jours avant le cambriolage du musée. Monte-meuble volé en carjacking à Louvre ce matin. N'hésitez pas à nous appeler si vous le voyez passer. Le témoignage de cette personne va être sûrement primordial puisqu'il va permettre potentiellement aux enquêteurs de remonter justement peut-être des complicités, voire directement les malfaiteurs si c'est eux qui ont fait l'achat direct. La plaque d'immatriculation a été changée et les logos de l'entreprise retirés de la carrosserie.
Ces nouveaux éléments viennent s'ajouter aux nombreux indices laissés par les voleurs dans leur fuite. 2 disqueuses, un gant, un chalumeau, une couverture, un talkie-walkie ou encore un bidon d'essence. Ils devaient servir à incendier le monte-meuble pour faire disparaître leurs traces. Le ministre de l'Intérieur a fait de cette enquête la priorité de la police nationale. Et après ce vol au Louvre, hier encore un autre musée plus petit a été visé. Des pièces d'or et d'argent dérobées en Haute-Marne. Alors cela commence à faire beaucoup dans nos régions, dans des établissements culturels de taille plus modeste. Sont-ils en train de devenir des cibles privilégiées parce que plus vulnérables? Reportage de Suzanne Prez, Aurélie RL et Corinne Chevreton. Le cambrioleur est rentré par cette porte, par ce volet qu'il a forcé. Il a d'abord essayé de le faire avec, semble-t-il, une perceuse. C'était il y a quelques jours. Il est 3 h du matin. Un cambrioleur force les portes de ce petit musée du Gard. On le voit sur ces images de vidéosurveillance. Il traverse la pièce et se dirige vers des bijoux datés du XVIIIe siècle. Il a cassé la vitre avec une masse. Et il s'est emparé uniquement des croix-huguenotes en or, laissant de côté les croix-huguenotes en argent ou dans d'autres matières. En moins de 5 minutes, il dérobe une centaine de croix en or comme celle-ci, d'une valeur totale de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il ne reste aujourd'hui que ces répliques. L'individu s'est volatilisé. Ils se sont dit que dans ce petit hameau où il y a que 7 ou 8 habitants qui demeurent ici, eh bien c'était sans doute beaucoup plus facile d'accéder jusqu'à là, malgré les protections qui étaient l'alarme et la vidéosurveillance qui pouvaient exister. Le site est particulièrement reculé. Alertés, les gendarmes sont intervenus, mais trop tard. Des vols dans le Gard et pas seulement. Au moins 3 autres musées en région ont été ciblés ces derniers mois. À Saran, il y a quelques jours, 2 attaques en 48 heures dans le musée du président Jacques Chirac. De l'argent liquide et au moins une montre de collection volée. À Limoges, ce sont 2 plats et un vase chinois dérobés dans le musée de la porcelaine. Valeur 6,5 millions d'euros. Des braquages parfois spectaculaires, comme en Saône-et-Loire. En plein jour, jusqu'à 7 millions d'euros d'œuvres volatilisées. Pourquoi ces musées sont-ils si vulnérables? C'est d'abord une question de budget. Beaucoup sont financés par la commune, comme à Aix-en-Provence. Nous, notre boulot, c'est de bien entendu mettre du matériel et des personnes qui seront de plus en plus formées. Donc, c'est des coûts réguliers qui montent et qui montent. Et il est vrai que quelquefois, ce n'est pas sur la sécurité qu'on va prioriser en priorité. Placer des caméras de surveillance, employer des gardiens à plein temps, renforcer les vitrines, bref, protéger un musée coûte à la ville d'Aix-en-Provence plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est bien plus pour les collections temporaires. L'incroyable histoire à présent de ces 9 chevaux volés au printemps dernier dans l'est de la France. 5 viennent d'être retrouvés en Roumanie. On découvre un trafic méconnu. L'un des propriétaires a accepté de nous parler ce matin. Il doit payer 5 000 € pour faire revenir ces animaux. Dans le Doubs, Lucie Camas et Loïc Germain. Amaury n'a qu'une hâte, que tous ces chevaux de trait retrouvent enfin ses prés. En mai dernier, 5 d'entre eux lui ont été dérobés en pleine nuit. 3 viennent d'être retrouvés en Roumanie. Un énorme soulagement quand on nous a appris ça, c'était de la joie, quoi. Ouais. La joie vraiment on pensait déjà pas retrouver un seul, donc du coup 3 c'est juste énorme. Ouais. Les chevaux n'étant pas assurés en cas de vol, Amaury doit payer 5 000 € pour pouvoir les rapatrier en France. Une association a avancé la somme, mais l'éleveur devra la rembourser. 5 000 €, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable, donc on gagne déjà pas grand-chose dans le monde du cheval, donc sortir encore 5 000 € par rapport à ça, c'est juste pas possible pour nous, quoi. Amaury a ouvert une cagnotte. Cet éleveur n'est pas la seule victime en France. Entre mai et juin, 9 chevaux de trait ont été enlevés dans le département du Doubs, en Haute-Savoie et dans le territoire de Belfort. Au fil des mois, les enquêteurs remontent la trace des suspects et retrouvent certains chevaux en Roumanie. Le témoignage fondamental, ça a été des réflexes citoyens qui nous ont signalé des véhicules suspects, sans plaque d'immatriculation, sans description, mais ces seuls véhicules suspects nous ont permis, en recoupant la vidéoprotection, de tirer un fil positif pour pouvoir arriver jusqu'à l'équipe qui avait commis les vols. Pour réaliser une telle opération, plus d'une centaine de gendarmes et de policiers dans plusieurs pays d'Europe ont été mobilisés. Une coopération qui a mené à l'interpellation de 7 individus entre la France et la Roumanie.
Mais alors, pourquoi enlever des chevaux de trait? Quelles sont leurs valeurs pour en faire l'objet d'un trafic international? Ce sont des chevaux qui sont puissants, donc faciles, qui sont utilisés vraiment pour la traction animale. Et en plus, ce sont des chevaux qui ont très très bon caractère, très dociles, faciles à attraper. L'enquête est toujours en cours pour retrouver d'autres chevaux volés. En France, le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Dernière innovation française et même bretonne pour lutter contre l'érosion des coussins gonflables enfouis sur le sable. Alors que 20% de notre littoral est menacé, ils permettent de créer des digues naturelles. C'est très prometteur, le dispositif étonnant et testé en ce moment dans le Finistère. Comme nous le montre Médéric Pirker, Sophie Lecroisier et Tara Lagoutte. Cette portion de sable monte à vue d'œil jusqu'à former une bosse où les sédiments craquent à la surface. Pour en arriver là, il a fallu de grands travaux. Creuser le sable, y placer ce coussin gonflable de 4 mètres de long sur 2 mètres de large et le relier par une saignée de tuyaux à ce souffleur d'air. On a un souffleur de 500 watts à peu près, donc qui permet de gonfler notre banc de sable à distance. Donc c'est à peu près l'énergie qu'il faut pour griller une tartine le matin. Ces ingénieurs testent ce prototype. En 5 minutes, le coussin télécommandé se gonfle. Cette innovation vise à limiter l'érosion des bancs de sable. En créant des bancs de sable, on peut modifier la façon dont les vagues transportent le sable pour que les vagues transportent plus de sable vers le haut de la plage. Lors des tempêtes, le sable est emporté au large. Avec ce dispositif gonflable, les vagues deviennent désormais des alliés pour réensabler progressivement et de façon permanente les plages grignotées par la mer. Depuis 2 semaines, les scientifiques évaluent la quantité de sédiments déplacés. Grâce à ces règles, on voit directement comment le sable va se déplacer. Donc là maintenant, on a un sommet ici plutôt que là, et il va avancer avec les vagues. Anne habite à 2 pas de la mer. Elle voit en cette innovation de l'espoir. J'espère que ça marche et que le sable remonte, voilà. Donc c'est de bon augure. Mais Marcel, lui, est plus sceptique. C'est quand même une drôle d'idée, oui. Ce qui m'étonne, moi, c'est que comment on peut poser des coussins partout pour empêcher le sable de partir ou lui permettre de remonter. Il faut un nombre incalculable de coussins. 20% du littoral est en recul en France. Les scientifiques qui étudient l'érosion sont régulièrement sollicités par des ingénieurs. C'est important que l'innovation joue son rôle aussi. On a accompagné des expérimentations, ça ne marche pas toujours, mais c'est le signe que la société prend pleinement en compte maintenant ces questions de changement climatique et les territoires littoraux, pour ça, sont un peu des territoires sentinelles de ce qui va se passer. L'hiver dernier, la plage de la Baule et de Pornichet ont perdu 50 000 mètres cubes de sable. Avec un coussin d'air 4 fois plus grand que ce prototype, les ingénieurs espèrent réalimenter en 1 an cette plage de Loire-Atlantique. Dans l'actualité également, les prix de nos voitures. Avez-vous remarqué, comme dans les concessions et dans les publicités, ils sont de plus en plus annoncés à la location et non plus à l'achat, 200 ou 400 euros par mois au lieu du prix total. On ne le trouve plus affiché en grand. Alors est-ce une bonne idée de se laisser convaincre? Que représente vraiment la location longue durée pour les automobilistes? Alizé Calvo et David Bordier ont comparé pour y voir clair. Dans les concessions, ces mensualités attirent l'œil. 252, 499 euros par mois, les marques ne mettent plus en avant le prix du véhicule neuf. Alors là, on a un loyer donc du coup de 633 euros par mois sur 37 mois. Attention, avec cette formule, vous n'êtes pas propriétaire du véhicule. Il appartient à votre concessionnaire qui vous le loue pendant une période de 3 ans en moyenne. L'assurance est à votre charge. Dans la plupart des contrats, les frais d'entretien sont inclus. C'est cet argument qui a séduit Michel. C'était entre autres une solution qui était sans doute un petit peu plus onéreuse qu'un achat, mais une tranquillité d'esprit après. Michel a souscrit à une LOA, location avec option d'achat. À la fin de son contrat, il pourra donc racheter son véhicule au prix fixé par le concessionnaire. Mais est-ce une bonne affaire? Nous avons comparé les prix. Comptant, le véhicule coûte 31 500 euros. À crédit, c'est un peu plus cher, 35 450. En LOA, avec l'entretien, c'est 37 240 euros, soit 5 740 euros de plus que l'achat comptant. Et pourtant, même si c'est plus cher, 9 Français sur 10 se tournent vers ces financements. De savoir quel est mon budget mensuel dédié à mon véhicule, ça m'intéresse.
Anticiper ses dépenses, un argument de vente pour les concessionnaires qui, grâce à cette formule, fidélisent leur clientèle. Un client qui prend un leasing, forcément, va le rappeler 3 ans ou 4 ans après, et on a juste à lui vendre une mensualité. C'est beaucoup plus facile, même si le véhicule a augmenté, de vendre une mensualité sur un nouveau produit. Mais avant de signer, il faut être vigilant. Si au bout d'un an, vous avez besoin, vous avez envie d'arrêter le leasing, eh ben vous n'allez pas pouvoir, vous êtes engagé finalement à payer les loyers jusqu'à la fin. Attention aussi quand vous rendez votre véhicule. Comme pour toutes les locations, des frais de remise en état peuvent vous être demandés. Ils s'élèvent à 1 200 € en moyenne. La promesse à présent d'une bonne cuisine gastronomique, d'une collation préparée par un chef et en échange de quoi? Eh bien d'un don de sang. Cette recette, c'est le cas de le dire, est utilisée 1 à 2 fois par mois. En Alsace, elle est très efficace. Plus 30 à plus 50% de dons à chaque fois et il y en a bien besoin. Reportage de Lucie Young et Joseph Pasquier. Vincent donne son sang régulièrement. Ce soir-là, il a convaincu ses amis de l'accompagner avec un argument très gourmand. J'aurais dit comme quoi c'était soirée spéciale, il y avait des chefs qui cuisinaient, donc du coup, ils étaient encore plus motivés que d'habitude. Ah, c'est un petit bonus, hein, c'est sûr. Et il n'est pas le seul à avoir succombé à l'appel des papilles. C'est pour ça que je suis venue. Oui, c'est quand même sympa, effectivement, on va pas dire le contraire. Car derrière la salle de dons et les files d'attente, dans la salle de collation, on a mis les petits plats dans les grands. Le repas a été mijoté bénévolement par des chefs alsaciens comme Sylvain Scherer. Nous le retrouvons quelques heures plus tôt dans ses cuisines, en pleine préparation. Donc on est en train de remettre en température notre bake-off de légumes. À la carte, ce plat coûterait 20 €. Il sera servi gratuitement aux donneurs. Ce soir, on a mis le paquet. Donc voilà, il y aura potage en entrée, plein de petites choses sympas. C'est Noël avant l'heure. Ces dons du sang gourmand, la Fédération des chefs d'Alsace en organise 1 à 2 fois par mois depuis 2022. Avec jusqu'à 50% de fréquentation en plus, les bénévoles doivent s'adapter. D'habitude, on reçoit une centaine, un petit peu plus. Là, on attend 180, je crois. Donc ça demande un peu d'organisation, de briefing des équipes, de savoir qui s'occupe de quoi, quel est le menu. Voilà. Et la recette semble fonctionner. En alliant l'utile à l'agréable, l'Alsace se place parmi les régions françaises les plus généreuses en dons du sang. Des nouveaux donneurs qui sont en effet attirés par le côté peut-être un peu moins médical de la collecte dans une ambiance un peu plus chaleureuse, une ambiance un peu plus conviviale. Et les donneurs ont répondu présents, sans bouder leur plaisir. Petit resto du lundi soir, hein. Franchement c'est super bon. Franchement je suis content d'être venu. Fait par des chefs et en plus on a la liste donc on pourra peut-être retourner dans leur restaurant. Franchement excellent. Mission accomplie pour Sylvain Scherer. Les chefs alsaciens voudraient inspirer leurs collègues partout en France pour encourager le don. 1 heure de son temps, un bon repas et jusqu'à 3 vies de sauvées pour chaque don réalisé. Valentin Després nous a rejoint pour le 13h à vos côtés. Bonjour Valentin. Bonjour Marie-Sophie. Aujourd'hui, c'est Yolande qui nous pose cette question. Elle habite à Rethel, dans les Ardennes. Bonjour, j'ai envoyé une carte d'anniversaire à mon petit-fils le mois dernier avec une somme d'argent à l'intérieur. C'était une lettre suivie avec mon adresse écrite au dos de l'enveloppe. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles. Comment faire pour récupérer l'argent ou être remboursé ? Envoyer de l'argent par courrier, c'est toujours très risqué. Valentin, si l'enveloppe se perd, est-ce que la Poste est responsable? Doit-elle rembourser? Eh bien, ça dépend du type d'envoi et de ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Alors, pour Yolande, regardez, elle a envoyé 40 € avec la carte d'anniversaire de son petit-fils. Courrier, d'après elle, jamais arrivé. Elle avait choisi, non pas une lettre recommandée, mais une lettre suivie pour tenter de sécuriser l'envoi, pour suivre l'acheminement et éviter de tout perdre. Visiblement, cela n'a pas suffi. Pourquoi ? Alors déjà, on va rappeler une règle fondamentale. Il est strictement interdit d'envoyer par la poste de l'argent en espèces. Interdit. Les pièces et les billets font même partie de la liste des objets interdits, au même titre que les stupéfiants ou les contrefaçons, ce qui veut dire aucune indemnisation possible. La Poste n'est pas responsable. En revanche, s'il s'agit d'un chèque, c'est différent. L'envoi est cette fois autorisé, mais en cas de perte, mieux vaut avoir choisi le bon type de lettre. Ah, c'est-à-dire quel type de lettre? C'est-à-dire qu'une lettre suivie, c'est ce qu'a choisi Yolande. Ça permet de vérifier étape par étape l'acheminement du courrier jusqu'au destinataire, mais elle n'apporte aucune indemnisation pour son contenu. Ce que m'expliquait la Poste, c'est que vous pouvez prétendre éventuellement un remboursement pour l'affranchissement ou une petite indemnité, mais certainement pas pour la valeur du chèque. Pour ça, il faut plutôt choisir une lettre recommandée. Et là, alors, il y a 3 choix possibles. Ah, pourquoi
Pourquoi 3 choix? Parce qu'il y a 3 niveaux d'indemnisation en fonction de la valeur du chèque. Je vous ai pris les tarifs de base. Oui. R1, vous payez 5,74 €. Cela vous permet, en cas de perte, d'être remboursé de 16 € au maximum. R2, c'est 6,85 € pour obtenir 153 € d'indemnisation. Et R3, c'est 8,43 € très précisément pour récupérer 458 €. Quel barème ultra précis. C'est un barème précis. Bon, pour Yolande, elle n'a pas choisi ce type de lettre. Et puis, de toute façon, elle avait glissé 40 € en billets et non en chèques, ce qui, on l'a dit, n'ouvre pas le droit à un remboursement. Et donc cela veut dire qu'il n'y a aucun espoir pour Yolande? Si, le seul espoir, c'est de retrouver son enveloppe. L'avantage, c'est que Yolande a écrit son adresse au dos. C'est un très bon réflexe, puisqu'en général, si le courrier se perd, il vous est renvoyé directement. Et si vous avez oublié, sachez qu'il y a de fortes chances que votre lettre arrive à Libourne, au centre de tri de la Poste. 7,5 millions de courriers y sont récupérés chaque année. En fait, des agents ouvrent votre lettre, cherchent des indices sur votre adresse et peuvent vous la renvoyer, y compris, m'a dit la Poste, si des billets sont à l'intérieur. En tout cas, pour éviter de perdre de l'argent, la Poste conseille plutôt d'opter pour des virements bancaires. C'est évidemment beaucoup moins risqué. Oui, ça on l'a bien compris en vous écoutant. Merci Valentin. On va enchaîner avec la passion du vintage. Et regardez ce couple qui vit aujourd'hui comme si nous étions encore dans les années 50 ou 60. Alors n'allez surtout pas les qualifier de collectionneurs, non. Eux utilisent tous ces objets qu'ils ont chinés. Ils portent des vêtements qui ont parfois 80 ans à chaque sortie. Évidemment, ils ne passent pas inaperçus. Ils ont accepté d'ouvrir leur univers à Perrine Mislange et Marie Hollander à Toulouse. Nous ne sommes pas dans les années 50. Vous êtes en fait chez Lydia et Frédéric, un couple moderne, drôle et amoureux des vieilles choses. Pas du tout nostalgique, on est totalement ancré dans notre époque. Dans leur intérieur, c'est une plongée dans le passé. Affiches de cinéma, vaisseliers au motif art déco, jukebox, cuisine façon diner américain, luminaires Spoutnik, tous ces objets anciens balayent des décennies d'histoire. Il y a une âme quand même ici, je pense. Ouais. Dire ça sans prétention, mais ils ont envie du monde eux aussi, ces objets. Mais attention, ils ne sont pas collectionneurs. Ils utilisent au quotidien ces objets. Alors ça, c'est un vrai des années 60. Ça, c'est des rééditions des années 70. Ça va être des rééditions des années 50. Des copies ou des originaux. Ce téléphone des années 70 a plus une valeur sentimentale. Il appartenait à la grand-mère de Frédéric. C'était son téléphone, ouais, tout à fait. Ça me fait plaisir qu'elle soit présente dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, cet appareil vintage peut valoir jusqu'à 200 €. Des objets d'époque qui valent maintenant plus cher que les neufs. On fait un mélange des deux en fonction des époques, des moments de la vie et des mois plus ou moins difficiles. Comme ce frigidaire, reconverti en mini-bar, à la couleur vert d'eau et aux formes arrondies. C'est vraiment la marque Frigidaire. Celui-ci, je l'ai récupéré, j'étais très jeune. Et ben voilà, pour faire son pendant, on est passé quand même pour avoir quelque chose de fonctionnel. À aujourd'hui, le vrai frigidaire qu'on utilise, mais c'est toujours la même marque. Merci. Et la promenade se fait en Vespa, bien entendu. On peut se déplacer sans salir déjà. C'est la Dolce Vita, c'est un plaisir sans nom. Quand il se gare quelque part, Fred a son rituel. C'est en portant le petit coup de peigne. Indispensable. Déjà, les premiers curieux s'approchent. C'est un Vespa 125. Oui, 125, oui, classique, oui. Et puis après, pour ce qui s'agit du pneu, c'est tout simplement le pneu de secours. La Vespa attire tous les regards. Il y a quelques années de ça, Il y a 30 ans en arrière, on était un petit peu des bêtes de foire, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, comme le vintage est passé à la mode, les gens nous voient avec un autre regard en fait. Mais nous, on n'a pas changé en fait, on a toujours été comme ça. Séjour de brocante à Toulouse. Le couple a l'œil partout. Il observe, touche, commente. C'est un peu fatigué. Ce qu'ils aiment, c'est la Chine. On en a déjà. À la recherche d'une pièce rare. Vous n'auriez pas des fois par hasard un porte-peigne? Ou d'un coup de cœur. Ultra nickel. Il prenait soin, un amateur de disques.
Grâce à cette passion, Lydia et Fred sont parfois reconnus par certains brocanteurs. C'est un air, en fait. Toujours pareil, par vous, c'est par vous. C'est très précieux d'avoir des gens qui connaissent, des gens qui apprécient. C'est apprécier le travail que nous on fait. L'élégance, le maître mot de cette époque. Dans sa garde-robe, Lydia n'a que des vêtements anciens. Ces robes, elle les porte tous les jours. Alors celle-ci, elle a une histoire puisqu'elle date des années 40. Elle m'a été offerte par un ami. C'était sa maman qui l'avait fabriquée pour la libération de la France. Celle-là, je l'ai ramenée des États-Unis. Et donc celle-là est très actuelle en fait à porter aujourd'hui. Des vêtements impeccables qui ont parfois plus de 80 ans. Tissu homologué Tergal Hélène, solidité, élégance. 369 francs. En fait, on est obligé d'avoir un maintien. La coupe du vêtement fait qu'on est obligé de se tenir droit. Chez eux, la musique est omniprésente. Des milliers de vinyles. Tout a commencé avec ces 45 tours. J'ai accroché de manière instantanée, on va dire. Terrible. Ne soyez pas surpris, leurs invités ne sont pas déguisés, c'est leur tenue quotidienne. Tous partagent le même amour pour la musique. Non, de la musique hawaïenne, de la hawaïenne. Oui. La vraie de vraie, quoi. Oui, folklorique, je veux dire. Voilà. Ce qui nous unit, c'est le chemin musical qu'on a tous fait, peu importe dans quelle décennie. Et quand on rentre, on a la platine, on pose une galette et puis on se fait plaisir. Cette passion se transmet. Leurs enfants ont les mêmes références musicales, sortent dans les mêmes soirées que leurs parents. Vivre et ressentir une époque qui n'est pas la nôtre, c'est quand même assez authentique et intéressant. C'est ce que je dis souvent, on est né dans la mauvaise époque, je pense. Leur originalité facilite les échanges, les rencontres, que ce soit en France ou en voyage à l'étranger. Quand la mode vintage sera passée, eux seront toujours là, avec leurs bottines 60s et leurs vieilles platines. Et venons-en à ces quartiers qui s'embellissent aujourd'hui, des zones un peu délaissées jusque-là, qui redeviennent dynamiques. Je veux parler des quartiers autour des gares. L'immobilier, les bars, les restaurants qui s'y trouvent profitent du fait que nous prenons de plus en plus le train. Nous sommes sur 3 années de fréquentation record consécutive à la SNCF. Zaka Gili et Gauthier Delobette sont allés chercher la preuve de ce nouvel essor à Lens et à Dunkerque. Après avoir déjeuné, Guillaume doit marcher quelques mètres avant de prendre son train en gare. J'avais un train dans quelques minutes, donc j'avais pas beaucoup de temps à perdre pour aller m'aventurer dans le cœur de ville. La fréquentation de la gare de Lens est en hausse de 5% en un an. Les restaurateurs font le plein de voyageurs. Ouais, on était dans le train, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait manger, on s'est dit ok français, trad, et du coup on a cherché une adresse correcte autour de la gare, si possible. Une carbonade flamande, une souris d'agneau. Une aubaine pour le gérant, plus de voyageurs rime avec plus de clients potentiels. C'est certain qu'aujourd'hui avoir une gare avec un arrêt, TGV, etc. et autres, après des villes quand même proches, il y a Lille à côté, il y a Arras, il y a Béthune, les gens viennent d'un peu partout. Les gares dynamisent les quartiers comme ici à Dunkerque. Plus de 2 millions de voyageurs et un environnement complètement rénové. Avec ce nouveau parking à vélo, une place végétalisée et des immeubles réhabilités. Je pense que c'est attractif pour les personnes qui viennent et qui souhaitent se poser en arrivant sur Dunkerque. Effectivement, il y a eu de très très nettes améliorations. Ça devient plus attractif, ça veut dire que les investisseurs, certainement, les investisseurs sont moins frileux. Cet agent immobilier l'a constaté. Les biens à vendre autour de la gare se vendent plus vite qu'avant. Cette maison est affichée 110 000 €. C'est 11 000 € de plus qu'il y a 5 ans, car elle est située à 300 mètres de la gare de la Bassée. C'est vrai que c'est un gros argument pour nous. Justement, comme je le disais, on a des clients qui sont plutôt citadins, qui habitent Lille en général et qui viennent par ici. Ils veulent bien s'excentrer, mais conserver des commodités. Et automatiquement, c'est un gros argument. Moi, j'ai des clients qui régulièrement cherchent uniquement le long de cette ligne de chemin de fer. En 2024, plus de 127 millions de voyageurs ont emprunté le train dans la région. Direction maintenant ce village où les habitants s'appellent les Pattes Rouges. D'où vient ce surnom? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Le temps pour nos correspondants de lancer une fléchette sur la carte de leur région. C'est la surprise du jour avec Théo Thomas et Baptiste Cisco, quelque part en Occitanie. Vous connaissez le principe, la fléchette détermine notre destination.
cap sur Sérignan dans l'Hérault. Un peu plus de 9000 habitants et quelques canards pour le comité d'accueil. Je crois qu'on arrive. Et directement, nous rencontrons ce groupe de cyclistes. Et bonjour, vous connaissez la fléchette? Eh ben elle est tombée sur Sérignan. Non. Ils tiennent à nous présenter l'un des emblèmes de la ville. Alors là, on vous emmène au milieu de la passerelle qui va vous donner une belle vue sur le pont rouge. C'est un pont qui a une histoire dans le temps et donc qui a été détruit, qui a été reconstruit. Il y a une grosse histoire sur ce pont. Construit en 1908, il permet de rejoindre le vieux Sérignan. En parcourant ces ruelles, cette maison pour le moins fleurie attire notre attention. Vous avez une des plus belles maisons de Sérignan, là, dites-moi. Ah ben si vous le dites, je vous crois. Nous faisons la connaissance de Marie, la propriétaire, pure sérignanaise. Nous avons tout le soleil, c'est la priorité. Et les amours. S'il y en a bien un qui est amoureux de sa ville, c'est lui. Et bonjour Jean-Pierre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. On veut visiter la collégiale, on nous a dit que c'était vous la personne à aller voir. Je vous fais visiter comme vous voulez. Allez, on y va, je vous suis. Jean-Pierre, 79 printemps, nous fait découvrir l'un des bâtiments les plus remarquables de Sérignan. Au milieu du 20e, il y avait 2700 habitants à Sérignan, donc c'était remarquable, une église pareille dans un village aussi petit. Vous m'emmenez en haut, Jean-Pierre? Je vous amène en haut du clocher. À 37 mètres de hauteur, et après quelques efforts tout de même. Alors ici, vous avez la plus belle vue de Sérignan. Ouais. Ce que beaucoup de Sérignanais souhaiteraient avoir vu dans leur vie. Là, on est un peu des privilégiés, là. Mais on est des privilégiés, c'est sûr. Sérignan a aussi une histoire viticole. Toutes ces vignes à perte de vue. Et mon garage, il est là-bas. Ont donné un drôle de surnom aux habitants. À Sérignan, on les appelle les pâtes rouges. Pourquoi les pâtes rouges? Pour ça. Parce qu'on écrasait le raisin avec les pieds. Nous quittons l'aîné de la ville pour goûter quelques douceurs. Bonjour. On a un petit creux, on nous a dit que c'était ici qu'on pouvait trouver la spécialité de Sérignan. Ben oui, regardez, il nous en reste un, c'est le pavé aux figues. Ça, c'est la confiture de figues, le pain de gêne et la pâte d'amande cuite. Il y en a beaucoup de figuiers à Sérignan. Vu qu'on en avait pas mal, on a décidé d'en faire de la confiture. Allez, c'est parti. C'est super bon. Ce n'est pas bon pour nos calories, mais tant pis. Nous garderons un souvenir gourmand de Sérignan. La Bourse de Paris, on tutoie un record absolu, 8249 points à l'heure qu'il est. L'information continue bien évidemment sur notre site et sur notre application TF1 Info. À 20h, ce sera le journal de Gilles Boulot. Je vous laisse avec Evelyne Delia pour la météo. Puis ce sera votre feuilleton, Plus belle la vie, encore plus belle. Très bon après-midi et à demain.